Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Donc, nous allons commencer la première présentation par Frédéric Fermont de la CST qui va nous présenter un viewer USD open source développé par la CST et en partenariat avec une entreprise, mais j'ai plus le nom en tête, mais tu vas nous expliquer tout ça. Un format fort utile pour passer d'un outil à un autre en 3D. On appelle ça un format pivot. Nvidia, d'ailleurs, retient ça comme le format pivot pour Omniverse. Merci Stéphane. Je n'ai pas prévu de vous parler beaucoup de l'USD. Je pars du principe que si vous vous y intéressez, vous connaissez un petit peu déjà. Je vais vous faire la démonstration plutôt de notre logiciel, qui est donc une visionneuse USD. Pour ça, j'ai prévu une vidéo, voilà, parce que j'ai voulu jouer ceinture et bretelles. Et puis, en plus, il n'y avait pas beaucoup de Wi-Fi, on m'a dit ici. Donc, je vais m'écouter parler avec vous et puis je reprends le fil après. Bonjour à tous, je suis Frédéric Fermont de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Nous sommes une association, nous existons depuis 80 ans et nous rassemblons les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel. Et parmi nos missions, notamment, nous travaillons sur les standards. Nous sommes organisés par département. Ici, c'est le département immersion et temps réel dont j'ai fait partie. Vous avez quelques membres ici dans la salle. Et donc, voici un petit aperçu de nos actions tout au long de l'année, nos publications techniques, des actions dans le département, notamment nous faisons de la formation. Et vous pouvez nous rejoindre. Il y a aussi un département post-production. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3D Info, qui est un logiciel qui permet d'ouvrir des fichiers USD. C'est une visionneuse USD. Et donc, il y a quelques années, quand on a réfléchi à USD, on a vu que ça montait. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec USD? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à proposer? Et ça coïncidait aussi un peu avec l'arrivée de la production virtuelle et donc les équipes de tournage qui sont confrontées en pré-production à des fichiers 3D. Et donc on avait d'un côté la production virtuelle qui se développait avec des personnes qui sont confrontées à de la 3D alors qu'ils ne l'étaient pas vraiment avant. Et de l'autre côté, un standard, enfin un futur standard, ce que nous on voyait comme étant un possible futur standard. L'Alliance for Open USD s'est montée donc en 2023 avec ce projet de créer vraiment un standard autour de ce format. Et donc, on espère que vraiment ça va pouvoir se développer. Alors ici, vous êtes sur notre roadmap et dans laquelle on a une petite page ici qui décrit le projet et vous accédez au dépôt GitLab. Le projet est open source. Vous pouvez le modifier, le télécharger, l'utiliser. Il est sous licence Apache 2. Vous avez un serveur Discord et nous avons donc accès aux fichiers binaires. Donc, c'est les logiciels que vous pouvez utiliser. Donc, c'est ça qu'on utilise, c'est ça qu'on télécharge quand on n'est pas un développeur pour utiliser le logiciel. Quand on télécharge le logiciel, en fait, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit d'autre. Tout ce qui est utile au logiciel, comme le framework USD, on utilise Python, on utilise Qt. Tout ça est inclus à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de le télécharger. Moi, je vais le déposer sur le bureau et c'est tout. Voilà, donc je le mets par ici et j'aime bien me créer un petit raccourci. Voilà. On le lance. Il n'est pas signé, il n'est pas connu par Windows. C'est pour ça qu'il nous donne ce message. Et donc, voici 3D Info. Donc, comme vous le voyez, c'est assez épuré. C'est avant tout une visionneuse 3D. Sur la gauche, on vous a mis le stage hierarchy. C'est le contenu de la scène, avec la hiérarchie des éléments les uns par rapport aux autres. Et en dessous, les layers. Les layers, c'est un concept USD. L'idée, c'est de séparer ce que contient la scène en plusieurs fichiers que vont pouvoir modifier des graphismes différents en même temps, ensemble. Et donc, pour cette visionneuse, au départ, l'important, c'était d'avoir des contrôles qui soient ergonomiques, pratiques et faciles à utiliser. Donc, vous retrouvez Orbit en clic gauche. Là, je suis au milieu de la scène, ça ne va pas. Ici, c'est plus simple à comprendre. Orbit. Un focus sur les objets. Quand je clique, je peux faire focus avec F et donc je peux orbiter autour. Je peux faire une rotation de la caméra. Quand je clique droit, avec cette rotation, je peux aussi me déplacer comme dans un jeu vidéo en ZQSD. Donc, on a des contrôles ergonomiques que vous retrouvez ici. Tous les raccourcis clavier sont indiqués dans cette fenêtre. Le focus donc permet, avec la touche F, d'aller sur un objet directement. Quand on sélectionne un objet, il se sélectionne aussi à gauche.
et vice-versa. Si je sélectionne différents objets ici, ils vont venir se sélectionner dans la visualisation. Et donc, on a le dessin du maillage par au-dessus du rendu aussi qu'on peut avoir. Donc là, voilà, on a cette visionneuse déjà en l'état qui, en soi, est déjà bien pratique pour des scènes fixes. Je vais vous montrer une autre scène qui est bien connue de ceux qui s'intéressent à USD, qui s'appelle Kitchen Set. Cette scène a été créée par Pixar. C'est un peu une scène de test et c'est un peu une scène de référence. Juste pour vous montrer, on utilise le moteur Storm, qui est lui aussi fourni par Pixar. Et donc, ce qui fait que si on compare avec USD View, qui est un petit peu le logiciel de référence pour ceux qui s'intéressent à USD, on a le même rendu entre les deux, c'est le même moteur de rendu. Voilà. Et donc, cette fonctionnalité de layer USD permet de faire des modifications. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller modifier USD. On va aller modifier la scène ici. Par exemple, je vais déplacer cette chaise et la faire pivoter, typiquement. Voilà. Pareil, je vais prendre l'autre chaise ou la table. Et hop, on va déplacer un peu la table. Et comme ça, tous les objets restent en suspension. Voilà, j'ai modifié la scène. Je pense que ça va être assez visible. Et donc là, l'idée, eh bien, c'est évidemment quand on fait ici, quand on va rafraîchir dans le logiciel, on peut reloader la scène pour voir les modifications qui ont été faites. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un accès à cette scène pendant que des graphistes la modifient. Vous pouvez de temps en temps venir mettre à jour et voir les modifications qui ont été apportées. La dernière fonctionnalité que je vais vous montrer avant de passer à l'animation, c'est les pure poses. Alors les pure poses, le concept c'est de contenir dans la même scène plusieurs versions des modèles, plusieurs versions des maillages. Donc là, on va aller voir le visage ici, là, cette tête-là. Vous voyez qu'elle est assez grossière. Si j'affiche le maillage, les traits sont plutôt grossiers. Si je sélectionne, j'arrive ici. Et on voit sur le pure pose que cette géométrie, elle est en proxy. Proxy, c'est un peu le mode brouillon. Si je bascule, je peux passer en mode render. On voit que le maillage est beaucoup plus défini et beaucoup plus propre. Et si je sélectionne, on voit bien que cette géométrie, elle est en render, alors que l'autre était en proxy. Donc ça, ce sont les deux géométries qui sont incluses dans la même scène USD. Et donc ici, je bascule tout simplement de l'une à l'autre avec ce bouton. Voilà, on peut passer maintenant à l'animation. Un grand merci à Supamonks et à Loops Creative Studio qui nous ont donné cette scène, voilà, qui donc est en fait une scène d'un film en cours de production actuellement. Et donc voilà les contrôles, tout simple, de lecture, de l'animation. Donc si je reste sur cette vue, c'est pas très intéressant. On peut aller chercher ici, quand on a une caméra dans la scène, on peut aller chercher directement la caméra avec la touche F, focus. Et là, je récupère la position et l'orientation de la caméra. Et donc, je peux jouer ma scène, en fait, de manière tout à fait ordinaire. On peut se déplacer d'image en image, déplacer la tête de lecture sur la timeline. Et puis, par défaut, on est en loop. Voilà, on peut aller au début, on peut aller à la fin. Et par défaut, on est en loop. On peut afficher en cours de route le maillage, passer en mode render, pure pose render ou pure pose proxy, on peut basculer. Voilà pour l'animation, ça a été fraîchement ajouté. Il y a encore un petit peu de debug à faire, donc si l'aventure vous intéresse, nous, on a besoin d'avoir du retour d'utilisateur. Et pour ce qui est de l'implémentation, en fait, on a quelque chose d'assez simple, c'est que, étant donné qu'on peut lancer le logiciel en ligne de commande, on peut aussi lui donner en paramètre le lien d'un USD. Donc là, je vais prendre encore cette fameuse kitchen set. Voilà, et avec une simple ligne, évidemment, je vais lancer 3D Info sur cette scène, qui permet d'intégrer assez facilement, et donc c'est ce que Loops Creative a fait. Et donc merci Sébastien Albert pour la vidéo. Là, on voit que le lanceur de Ion a été utilisé pour lancer directement, comme on l'aurait fait pour lancer Maya ou lancer un autre logiciel, pour lancer la visionneuse 3D Info à partir donc de l'asset manager. Donc on a les différents plans, on ouvre, ça va ouvrir la scène directement dans la visionneuse 3D. À noter que Ion est aussi une solution open source sous licence Apache V2 comme 3D Info. Voilà la démonstration.
Merci. Alors, petit détail, donc là, je vous ai montré le logiciel sur Windows. Il y a aussi un binaire, donc une version que vous pouvez télécharger et directement lancer sur votre ordinateur pour Ubuntu. Petit détail, je me suis trompé, j'ai dit que le film était un film. Non, en fait, c'était une série. On nous a donné des assets d'une série. Donc, merci encore à Supamonks et à Loops. Et puis voilà, merci Véronique, merci Stéphane. Et bravo à Sacha qui est dans la salle, qui est notre développeur, qui a fait au moins les 2/3 de ce que vous avez vu. Alors, y a-t-il une question dans la salle? Oui. Et alors, vous pouvez scanner le QR code, évidemment, qui vous donne accès à la page Trello que vous avez vue. Et là, vous avez tous les liens de téléchargement, le Git et le Discord. Voilà. Bonjour et bravo pour cet outil. J'ai une question plus en comparaison à USDView. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Je sens que USDView, c'est aussi open source, c'est Storm, il y a à peu près les mêmes features. C'était quoi la motivation du coup de faire ça? L'ergonomie, la facilité aussi pour les contrôles dans la navigation. Là, nous, notre projet, c'est de rajouter après de la feature spécifique pour vos besoins. Donc, si vous suivez le QR code, vous allez... Ah non, le QR code si vous avez suivi le QR code, mais en tout cas, vous pourrez le récupérer, je vous le donner. Mais dans notre roadmap, il y a plein de features qui sont vraiment dédiées à animation, production virtuelle, etc. Voilà, c'est pas dit qu'on réussisse à tout mettre, mais en tout cas, on en a qui sont à l'étude, on en a qu'on a envie de mettre, et de toute façon, on les ajoute à la demande, entre guillemets. Donc là, notre premier partenaire sur la partie animation, c'est Loops Creative Studio. Donc on a suivi leur reco pour rajouter de la feature, pour arriver à cette première version qui est déjà en prod et qui a l'essentiel pour faire juste du visionnage, quoi. Voilà. Après, quand j'avais fait un audit au démarrage, ce qui était beaucoup attendu, c'était les notes. Mais on est prudent avec les notes parce que ça dépend tellement du logiciel de suivi de production que du coup, nous, en tout cas, on ne va pas développer pour certains plus que pour d'autres. Donc on ne sait pas encore vers où aller. Mais voilà, il y avait un DearTech qui m'avait dit, bah, attendez, moi je vais le faire pour ma solution à moi, pourquoi pas, etc. Donc du coup, on réfléchit plutôt à développer pour cette fonctionnalité-là un connecteur, un plugin qui soit facile pour intégrer facilement des choses qui puissent se connecter. C'est l'idée qu'on a pour l'instant, mais voilà. On développe doucement parce qu'on a un développeur à mi-temps, donc ça prend le temps qu'il faut, mais... Ouais. Ça marche, merci. Et donc vous êtes ouvert à toute proposition par rapport aux évolutions de ce premier outil? Oui, complètement. Bah, oui, après, c'est vrai que c'est un peu moi qui ai lancé ce développement avec mon idée préconçue, mais c'est clair que notre Trello, il sert à ça. Il sert à expliquer un peu ce qu'on a en tête, mais on écoute... Enfin, on ne veut pas le faire pour nous. Enfin, moi, je n'ai pas d'intérêt à le développer dans un sens ou dans un autre. Ouais. Super, et ben écoute, merci. Et on va passer maintenant à Lise Manzin de Calipeg qui va nous présenter les évolutions, parce que Lise était déjà venue, je crois que c'était il y a 2 ans, c'est ça? Je suis venue en 2021. Oh là, 3 ans. Je vais en parler. Voilà, à toi la parole. Donc bonjour à tous, je vais vous parler justement de l'application Calipeg que je développe avec mes autres associés, bien sûr, je ne le fais pas toute seule. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Calipeg, c'est une application d'animation 2D qui fonctionne sur iPad. C'était notre plateforme d'origine et on est disponible depuis 2020 à la vente sur l'App Store. On s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs, aussi bien aux étudiants qu'aux professeurs. On cible tout le monde est bienvenu chez nous. Je vais profiter justement du fait que j'ai la parole au radis pour faire des annonces par rapport au futur développement. Donc déjà, en fait, on va devenir une application optimisée pour tablette. Donc on se lance sur Android. C'est une plateforme qui n'a pas été beaucoup exploitée par les logiciels d'animation et on a pensé que c'était l'occasion puisque les tablettes sont de plus en plus performantes et les stylés également. Et ça sera disponible sur le Google Play Store et l'App Gallery en début 2025. On tape sur fin janvier, début février.
Et bon, ce n'est pas, les radis, c'est toujours un sujet sensible, mais nous allons changer également nos prix sur toutes les plateformes. Donc je vous en parlerai après parce que c'est l'un de nos atouts. En 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a également sorti une nouvelle application qui s'appelle Calipeg Mini. Donc c'est une application qui permet de faire de l'animation sur iPhone. C'est l'équivalent de Calipeg, donc vous avez un studio d'animation dans un iPhone. Donc vous pouvez totalement utiliser le système de calque, de clés de transformation, les mêmes imports, les mêmes exports, quasiment toutes les fonctionnalités. On l'a développé, ça a mis 1 an et on l'a sorti cette année. Et en plus, c'est non seulement un studio d'animation, mais aussi une télécommande. Donc vous pouvez coupler votre iPhone à votre iPad et ça vous sert à flipper vos dessins, à ajouter des dessins. Ça peut être un très bon complément quand on a les deux. Et puisque vous n'avez jamais vu le mini, je vais vous montrer une petite vidéo de présentation. Donc, on va repasser à la partie tablette. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en 3 ans? Eh ben, quand j'étais venue vous parler en 2021, on est seulement à la V1 de l'interface. Donc, on a fait des petites améliorations. Déjà, on est passé en V2. Donc, les icônes ont été changées. On a maintenant plus de place pour le dessin. On a également ajouté une barre latérale pour y ranger des options. On a aussi totalement refait notre partie studio pour gérer des plans et les scènes. Donc, je vous montrerai après. On a aussi, en termes de nouveaux outils, une barre dot of text. Donc ça vous permet de vous déplacer les dessins dans la table lumineuse, enfin dans l'Onion Skin. Les modes de fusion, les groupes de calque, qui était un gros chantier. Ça vous permet de faire des groupes, des sous-groupes et d'organiser votre timeline. Ce qui est important parce que quand on travaille sur un iPad ou une tablette Android, on est limité au niveau de l'espace. Donc là, ça vous permet de caser 82 calques tranquillement, sans que ça vous gêne. L'une des dernières améliorations, c'est l'outil redimensionné. Comme ça vous permet de redimensionner les plans. Et on a intégré les exports dont j'avais parlé. Donc tout ce qui est PSD, EasyTS, OCH, JSON, en fait, ça vous permet d'aller vers d'autres logiciels. Parce que Calipeg, on a pensé un outil flexible. Donc on aime bien justement que les gens, comme chez nous, aillent ailleurs. Ça ne nous dérange pas. On ne va pas vous enfermer chez nous. On aime bien créer des ponts et faire en sorte qu'on s'intègre partout. Donc c'est pour ça qu'on a développé les exports. On importe aussi des séquences d'images. On a un petit système pour, par exemple, transformer les dossiers en calque, des choses comme ça. On importe aussi le JSON. Donc ça permet aussi d'être flexible là-dessus. En termes de dernière nouveauté, on a aussi un geste en plus qui est la transformation 4 doigts que je vais vous montrer, qui est sympa pour justement transformer sans passer par l'outil de transformation directement. C'est un geste. Alors, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est notre nouveau studio. Donc on a une partie où là, on gère tous les plans, là, les scènes et les dossiers. Donc c'est un nouveau type de container. Sur la partie gauche, on a tout ce qui est filtre. Donc on peut dire, voilà, je peux voir une seule scène, seulement mes scènes. Je peux aussi attribuer des couleurs et leur donner des tags. C'est un système aussi qu'on a mis en place. On peut partager ces couleurs et ces tags avec d'autres gens. Comme ça, si tout le monde travaille sur Calipeg, ça permet aussi d'avoir les mêmes bibliothèques de couleurs. On a aussi un moteur de recherche pour chercher les plans, les afficher dans le studio. Aussi, à partir du studio, désormais, vous pouvez exporter toute une scène. Et là, on voit les nouveaux exports qu'on a intégrés. Donc, quand vous sélectionnez un format, par exemple, si je sélectionne le JSON, vous avez le nom des logiciels cibles et vous pouvez directement sélectionner celui vers lequel vous voulez et aller sur notre site, récupérer le script d'import, lire les instructions et vous pouvez retrouver l'équivalent de votre scène. Donc les noms de calque, la structure, le timing. S'il y a des clés de transformation, on les récupère aussi. Et maintenant pour la partie interface, donc on a intégré les références, donc c'est les fenêtres qu'on voit là. On peut les déplacer comme on veut, on peut créer autant de références qu'on veut. On a la nouvelle barre d'orthofpex qui est ici.
Donc ça vous permet en fait de gérer quel dessin vous allez activer dans la table lumineuse. Vous pouvez aussi les cacher simplement. Vous pouvez ajuster l'opacité et gérer tout ce qui est out of text, donc les transformer. Et ça n'a aucun impact sur votre dessin réel, c'est juste dans l'Onion Skin. Ensuite, il y a la partie groupe. Donc on a les groupes ici avec leur bibliothèque de couleurs. Et ça permet justement ensuite de les rapetisser et ça prend beaucoup moins de place. Après, si vous voulez chercher quelque chose dans un groupe, il est possible d'utiliser la sélection et d'aller chercher le calque et ça va déplier le groupe et vous sélectionnez votre calque. Donc ça, c'est aussi des petites options qui sont assez pratiques. La télécommande qui est dans les paramètres et l'outil redimensionné qui est ici. Donc vous pouvez choisir voilà, avec la grille si vous voulez, ou alors entrer les valeurs en pixels ou en pourcentage, créer vos presets, étirer l'image ou pas. Et ensuite, vous avez le choix de supprimer, enfin, réadapter votre plan à la taille actuelle, mais ça ne peut pas être annulé, soit de créer un nouveau plan. Donc on a les deux options là-dedans. Après, la transformation 4 doigts. Donc, pour transformer dans Calipeg, normalement, il faut passer par l'outil de transformation qui est à gauche. On sélectionne une partie et ensuite, on transforme. Ça, c'était le schéma classique. Il y a aussi une option en fait, dans la sélection d'activer un éclair qui en fait que dès que vous sélectionnez quelque chose, ça se passe direct en transformation. Donc ça, c'était les éléments qu'on avait. Maintenant, avec le geste, en fait, on peut sélectionner un élément avec les doigts. Ça va le découper et ensuite, on peut ajuster sa transformation et on peut continuer à dessiner. Donc ça évite en fait d'avoir à passer par un outil, on a juste un geste à faire. Et ça s'applique sur toutes les feuilles qu'on a sélectionnées. Donc là, j'ai fait sur un seul calque, mais ça s'applique sur toute une anime, en vertical comme en horizontal. J'ai fait un petit avant-après pour vous montrer les évolutions, parce qu'on ne se rend pas compte. Ça, c'était notre ancien studio, où on pouvait juste manipuler les plans et les scènes. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'était notre ancienne timeline avec le menu radial, qu'on a enlevé parce que le monde n'était pas prêt. Maintenant, on est revenu à, un menu plus classique, horizontal. Ça, c'est notre nouvelle timeline avec les références et la barre d'out of text. C'était l'ancien calque transformation. Et ça, c'est notre nouvelle timeline avec les groupes. Donc, ça permet vraiment de gérer des projets énormes sur l'équivalent d'un écran de tablette. J'avais dit qu'on allait parler des prix parce que voilà, il y a des nouveautés. Donc, on est des applications payantes. Pour l'instant, on avait, en tout cas pour le mini, on est resté sur un achat unique, 5 €. Les mises à jour sont gratuites, c'est très abordable. Calipeg, on avait un système d'abonnement d'achat permanent. Et vous avez l'info en exclusivité. En fait, ça disparaît et ça fait juste ce prix-là. Donc, au lieu de faire comme tout le monde, de faire des abonnements et d'augmenter les prix, nous, on les baisse et en plus, on enlève les abonnements. Donc, on est sympa. Merci pour le soutien, c'était dur. Et pas de panique pour les abonnés. En fait, ils ont toujours accès jusqu'à la fin de l'abonnement. Et en plus, ils ont un prix spécial. Pour eux, c'est 15. Donc voilà, c'est un gros changement pour nous. Et on a hâte en fait, que plus de gens se mettent à l'animation avec ce prix-là, parce qu'on a toujours dit, voilà. Alors, aussi en termes d'annonces, on a, grâce au CNC, que je remercie chaleureusement, parce que sans leur aide, ça n'aurait pas été possible, on a reçu un soutien pour pouvoir faire le portage de l'application sur Mac et sur Windows. Donc, on sera l'année prochaine sur ordinateur. Et donc, ça sera Calipeg Studio, vous avez déjà le nom. Et on a très hâte de voir l'application bouger sur un grand écran. Et on a déjà pensé une interface pour ça. Donc, on est très impatients de pouvoir la sortir et de le montrer. Les liens utiles, donc notre site internet, le contact, notre Discord. Et aussi, dans le cadre de la sortie d'Android, on a décidé de mettre en place un bêta-test public. Donc, si tout va bien, dès la semaine prochaine, parce que le Google Play Store est capricieux, vous allez pouvoir tester l'application en avant-première, c'est gratuit. Vous avez toutes les fonctionnalités, bon, partiellement avec des bugs, c'est une bêta, sauf les imports-exports. Et si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux ou vous inscrivez à notre Discord, enfin, partagez l'invitation, vous aurez l'indication de comment télécharger. N'hésitez pas à donner vos feedbacks.
Et voilà. Merci. Merci Lise. Alors, avons-nous une question dans la salle? Oui. Bonjour. Les écrans d'iPad étant HDR, dans quel espace colorimétrique sont les sorties de ce qui sort de Calipeg? Alors, comme les écrans des iPads sont HDR, dans quel espace colorimétrique fonctionne Calipeg? Oula, je pense qu'on est en RGB, on est en RGB classique. Pour l'instant, on n'a pas plusieurs color space disponibles. Ça sera prochainement mis en place avec les exports aussi ProRes qu'on va intégrer. J'imagine qu'à ce moment-là, on va les faire parce qu'on a vraiment besoin. Je sais pas si ça répond à votre question. Mais... Ça répond à la question? Oui, très bien. Une seconde question. Bonjour et bravo. Merci. Est-ce que je peux vous demander sous quelle licence sont les scripts d'import que vous distribuez? C'est des licences, on les a fait nous-mêmes. Donc on n'a pas vraiment mis licence dessus, mais je pense qu'on peut dire qu'on peut les partager. Ils sont modifiables. Vous pouvez les prendre sur notre site et faire ce que vous voulez. Nous, ça ne nous dérange pas. Merci. Ça a fait plaisir à quelqu'un. Bien, eh ben on va passer maintenant à Glenn, donc Glenn Avezou de la société Chat3D, qui va nous parler sur sa solution pour modéliser en 3D juste avec un chat. C'est exactement ça, on va parler de modélisation 3D, de production de modèles 3D, augmenté par de l'IA. Et comparé aux deux personnes précédemment qui avaient des très belles démos, la mienne va être, j'espère aussi belle, mais un peu plus courte. Car Chat3D existe depuis pas très longtemps en comparaison. Donc voilà, je vais surtout vous parler de la vision de notre startup et ce qu'on cherche à faire, d'où on est parti et ce qu'on a comme résultat aujourd'hui. Donc pour le sommaire, comme j'ai dit, on va parler de la startup. Je fais une présentation pour savoir un peu, pour que vous sachiez d'où je parle. On va présenter l'outil. Je vais parler des technologies fondatrices qui sont relativement nouvelles de la génération 3D. Et de la reconstruction 3D. On va parler, comme j'ai dit, de notre parcours et des améliorations qu'on a fait depuis nos débuts. Et ensuite, on va ouvrir un peu sur les futurs développements et ce qu'on a prévu pour l'année prochaine et les prochains mois en général. Alors, je commence par présenter mon associé Félix et moi-même, donc Glenn Avezou. J'ai une formation de software engineer avec une spécialisation en machine learning. On est une start-up stéphanoise, labellisée Deep Tech par la BPI, et on existe depuis tout juste un an. Ça fait 1 an et un peu plus d'1 mois maintenant. Et donc on développe ce qu'on appelle notre outil pour le futur de la modélisation 3D, puisqu'on imagine ce futur comme passant par l'utilisation d'IA générative. Je vais commencer directement par une vidéo. Donc, si Internet est avec nous, on va voir la vidéo de notre produit. Donc, c'est aujourd'hui une web app principalement qui est déjà en ligne et qui permet à n'importe quel utilisateur, qu'il soit modélisateur 3D ou non, de venir décrire un objet avec un prompt, utiliser une image, un concept art par exemple, pour venir générer un modèle 3D. Ça prend 1 à 2 minutes pour effectuer une génération d'un modèle qui est directement téléchargeable dans un nombre de formats de fichiers assez important et qui est complètement texturé et qui peut directement être placé dans un environnement de travail, dans une pipeline de production. Voilà, donc je laisse tourner la vidéo. J'en profite pour parler donc, de notre vision. Donc, comme vous le voyez ici, le logiciel reste assez simple aujourd'hui. Cette web app, c'est pour nous un démonstrateur. On cherche en fait à terme à venir intégrer Chat3D dans des pipelines existantes de production, donc sous forme de plugins, sous forme d'add-on dans des logiciels que vous utilisez tous, afin de permettre l'accès à ces technologies génératives dans des environnements que vous connaissez déjà. Voilà. Ça fait donc 1 an, comme je disais, qu'on développe ce produit on n'a pas beaucoup de développeurs dans l'équipe, pas beaucoup de fonds jusqu'à présent, mais j'en parlerai un peu plus tard. Et donc, on a surtout travaillé sur la technologie en arrière-plan,
que je vais présenter tout de suite. Donc la technologie fondatrice, il y aurait beaucoup de choses à dire, donc j'ai essayé de résumer dans quelques slides assez simples. La technologie donc, de chat 3D repose sur la capacité, avec des algorithmes de machine learning, à venir reconstruire ou construire tout simplement un modèle 3D à partir d'un input qui n'est pas 3D. Ici, je vous ai montré donc ce que j'appelle la pipeline générative. C'est la pipeline de différents algorithmes et algorithmes de machine learning qu'on a développés en interne afin de passer d'un prompt ou d'une image à un modèle 3D. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un prompt. On part d'un prompt assez simple qui, je pense, a été demandé par un utilisateur lors d'un test avec lui. On vient générer une image dans notre pipeline avec un modèle de diffusion qui a été légèrement modifié pour nos besoins. On vient ensuite avec un autre modèle de diffusion, on parle ici de génération d'images 2D bien sûr. On vient générer différents points de vue de cette image en s'assurant qu'ils soient cohérents, ça c'était un challenge. Et ensuite on vient faire la partie vraiment clé qui est la reconstruction 3D qui nous fournit un maillage. On vient faire d'autres étapes entre ces étapes principales, notamment de la retopologie automatique sur le modèle 3D, de la création de textures, de la création des textures map PBR. Voilà, il y a beaucoup d'étapes invisibles pour que ces étapes principales fonctionnent correctement. Je vais vous mettre une autre vidéo ici pour montrer un peu, préciser ce que je voulais dire en parlant de la génération de différents points de vue cohérents. Quand on vient prendre une image en input, comme ces images-là qu'on a pris dans un musée, nos modèles de machine learning vont en fait imaginer les différents points de vue de la statue dans ces cas-là. Donc, je ne sais pas si je peux la remettre. Vous avez pu le voir. Si j'arrive. Bon. Vous avez pu le voir. On prend une image donc, de la face d'une statue, par exemple, et on arrive à imaginer quelque chose de cohérent pour l'arrière. Cohérent non seulement sur la texture, le maillage, mais aussi sur des choses qui semblent assez simples, assez évidentes, comme le nombre de bras sur une statue, qui se doit d'être cohérent pour que la statue soit réaliste. Voilà. Alors, j'ai ajouté une slide, pourquoi ce n'est pas encore réglé. C'est une question qu'on nous pose surprenamment assez souvent. Aujourd'hui, on a beaucoup de produits qui utilisent de l'IA générative pour d'autres médias que la 3D, que ce soit la vidéo qui commence tout juste, les images 2D, le texte, et qui semble assez mature. Alors, on pose souvent la question pourquoi ce n'est pas encore le cas pour la 3D. J'ai souligné ici deux raisons principales. Déjà, la complexité des représentations 3D. On a différents types de représentations 3D, que ce soit des représentations explicites comme un mesh 3D ou un nuage de points, ou des représentations implicites comme des champs de radiance neuronaux ou du Gaussian splatting, ou des sign distance functions, qui permettent en fait de représenter dans l'espace un objet, mais ces représentations ont un nombre de paramètres bien plus élevé qu'un pixel par exemple. Donc c'est une source de complexité lorsqu'on travaille sur la génération 3D. Et le deuxième point, vous en doutez sûrement, mais il faut énormément de données d'entraînement pour venir créer des modèles de reconstruction 3D. Et j'ai souligné ici la taille du plus gros dataset d'images utilisé par la recherche pour de la génération, donc 2D, qui est de 5 milliards d'images, et le plus gros dataset 3D, qui est seulement, entre guillemets, de 10 millions d'objets 3D. Déjà, c'est un dataset de recherche qui contient une grande majorité d'objets qui ne sont pas utilisables pour nos besoins. Donc vous pouvez imaginer que la quantité de données d'entraînement est déjà grandement réduite par rapport aux images. Alors je vais passer du coup, comme j'ai dit, sur notre parcours jusqu'ici. Je veux souligner en fait les axes principaux sur lesquels on a travaillé sur l'année passée et expliquer un peu pourquoi on s'est concentré sur ces axes-là. Donc vous avez pu le voir, le produit reste assez sobre, assez simple. Aujourd'hui, c'est surtout parce qu'on s'est concentré sur à tout ce qui se passe en arrière-plan, c'est-à-dire la génération des modèles 3D surtout. Donc on a travaillé d'abord sur la génération rapide, entre guillemets, de modèles cohérents. Donc rapide, parce qu'aujourd'hui la génération 3D prend quelques minutes. Quand on a commencé, on était plutôt aux alentours de 12 heures par génération d'objets, pour des objets qui n'étaient pas géniaux.
et génération de modèles cohérents. Comme je l'ai dit, c'était quelque chose d'assez complexe. Initialement, on générait souvent des objets qui n'étaient pas logiques. Par exemple, des personnages avec des bras de tous les côtés du corps. C'était assez surprenant. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Voilà. Donc, on a également travaillé assez longtemps sur les textures. On a aujourd'hui des textures PBR qui sont utilisables par les clients avec lesquels on travaille. La génération de textures map, ça semble assez anodin, mais générer des textures map correctement, c'était quelque chose qui nous a pris un certain temps à partir des modèles 3D générés. Et surtout, le maillage du modèle 3D et sa topologie. C'était un gros challenge, comme vous pouvez le voir avec ces images d'illustration. Quand on a commencé avec une première démo en décembre, cette citrouille ressemblait à rien, était trouée, était complètement inutilisable. Et aujourd'hui, on arrive à des résultats qui sont bien plus satisfaisants et déjà utilisables dans certaines parties des pipelines de production de nos clients. J'ai illustré ici le maillage également. Donc vous avez ici notre hache qu'on avait originellement. Donc on venait générer un maillage qui était vraiment assez dégueulasse pour être honnête et qui était inutilisable par un artiste 3D. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on s'est vraiment amélioré et qu'on cherche encore à améliorer pour au moins les mois à venir. Donc j'ai mis un exemple qui a été généré quand j'ai fait cette présentation, donc très récemment, avec le maillage de l'objet 3D, qui est déjà bien plus propre que ce qu'on avait initialement. Voilà, je vais terminer avec les priorités pour le futur et les fonctionnalités à venir. Maintenant qu'on a des modèles 3D qui sont cohérents et qui sont visuellement déjà plus sympas que ce qu'on avait initialement, on a un focus qui est en train d'être fait sur la retopologie automatique. On n'est pas satisfait de nos capacités de retopologie, du nombre de polygones des modèles qu'on génère et de leur distribution, par exemple. Donc c'est un gros sujet actuellement. On cherche également à obtenir plus de contrôle lors de la génération, grâce à une capacité d'édition par le dialogue. Donc le nom de la startup Chat 3D vraiment indique qu'on veut pouvoir échanger avec le modèle et le créer de manière itérative, donc étape par étape. Et enfin, on va vers de l'entraînement personnalisé sur des styles artistiques. Donc si vous avez votre studio qui a une direction artistique particulière, on veut permettre l'entraînement de notre modèle génératif avec ce style-là pour générer directement des modèles avec la direction artistique prise en compte. Voilà, ces deux derniers points devraient être financés par le CNC, donc j'en profite pour les remercier de ce soutien et devraient arriver du coup sur l'année 2025. Tu n'as pas abordé le volet financier, c'est-à-dire que si jamais je veux acheter un modèle, voilà, j'ai besoin d'une citrouille, ça me coûte combien la citrouille? Eh ben, c'est justement, j'en profite, je vais en parler sur la dernière slide. Ma slide de remerciement contient donc un code promo qui vous permet d'économiser 15% sur l'achat d'un abonnement. Nous, on fonctionne sous forme d'abonnement, tout simplement parce que c'est le modèle le plus simple qui nous permet de fidéliser nos utilisateurs dans un premier temps. Aujourd'hui, par asset 3D, avec nos abonnements, on est autour de... nous, ça nous coûte environ 10 centimes par objet 3D, et à l'utilisateur, c'est environ 25 centimes par génération. Donc on a des plans d'abonnement adaptés, avec un nombre de crédits par mois. Voilà. D'accord, mais l'abonnement est à combien ? Alors, on a des abonnements qui commencent on en a un qui commence à 5 € par mois, qui permet vraiment de jouer un peu avec notre produit. On a un abonnement également à 19 € par mois et 49 € par mois. Ce qu'on préfère faire, c'est garder ces abonnements-là plutôt pour des artistes 3D vraiment particuliers et travailler plutôt avec des studios directement en offrant des licences à des coûts réduits sur le plus long terme. Donc j'en profite sur cette slide de conclusion pour vous inviter à venir échanger avec moi, à venir parler du sujet de la génération 3D, parler du sujet d'intégration dans les pipelines de production et également parler de potentielle utilisation de chat 3D et de collaboration. Donc, normalement, j'ai un t-shirt reconnaissable, donc n'hésitez pas à venir me parler. Et je vous remercie. Alors, on a déjà une première question
Bonjour et merci. Anne-Emmanuelle de l'école Brassard-Lyon. J'aurais aimé savoir si du coup n'importe qui a la possibilité de prendre l'image de n'importe qui en référence pour générer un modèle 3D à partir de cette image. Qu'est-ce qu'il en est des droits? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, quand on vient faire une génération sur le chat 3D à partir d'un prompt, on a des safeguards en place pour empêcher donc, la génération de modèles 3D qui sont sous licence, qui sont reliés à une IP par exemple. Notre dataset d'entraînement également contient uniquement des modèles qui sont pas reliés à une certaine IP. Par contre, si vous prenez une image, par exemple d'un Pokémon, et que vous décidez de la mettre en entrée de notre modèle génératif, on ne fait pas de vérification, de validation sur l'image par rapport à l'IP. On fait uniquement la partie reconstruction 3D, donc comme j'ai montré dans la pipeline. Et cette reconstruction 3D prend votre image d'entrée, en génère différents points de vue et vient créer un modèle 3D. Donc dans notre charte utilisateur, on précise que les modèles générés à partir d'une image n'ont pas de safeguard par rapport à l'IP. Et donc on demande que l'utilisateur s'occupe de cette partie-là, de générer uniquement des images à partir d'utiliser des images qui sont libres de droit ou alors dont il détient les droits. Bonjour, moi aussi c'est une question juridique par rapport à l'entraînement sur les styles artistiques. Comment vous cadrez juridiquement cet aspect-là, auteur graphique, autrice graphique, tout ça? Alors également une bonne question. Aujourd'hui sur les styles artistiques, donc c'est un projet qu'on est en train de lancer. On a déjà des premiers pas sur notre implémentation technologique dont on pourrait parler plus en détail après. Mais principalement, pour faire simple, on va proposer aux utilisateurs des styles artistiques qui sont entre guillemets classiques, comme le style cartoon par exemple, ou le style ultra réaliste. Et pour l'entraînement de styles spécifiques, c'est un entraînement qui va être fait par utilisateur en mettant des images de référence de son style artistique, et ce sera un entraînement et un style qui lui sera unique. Donc l'utilisateur aura choisi ses images avec sa direction artistique propre, fera l'entraînement et aura uniquement sur son compte à lui accès à ce style pour les générations. Oui, du coup, moi j'ai une question. Si Lise, Frédéric, moi on demande tous une citrouille, on a tous la même? Alors ça c'est l'avantage de la génération avec IA. Donc on ne va pas chercher dans une base de données une citrouille par exemple. On génère donc une citrouille différente à chaque fois qu'on demande une citrouille. Après bon, les citrouilles ne changent pas trop en général, mais ouais. Ce ne sera pas le même modèle qui va sortir. Bonjour, Sacha Legrand. Moi je voulais juste savoir au niveau des fonctionnalités, j'ai vu qu'il y a du coup la possibilité de prompt pour créer un modèle, la possibilité de mettre une image pour recréer la topo par rapport à cette image. Est-ce que vous avez songé au fait d'upload un modèle 3D directement pour rajouter du détail ou, imaginons, j'en sais rien, c'est un mouton, on veut le transformer en lapin, mais qui reprenne le style, les couleurs, un petit peu, voilà, toutes les textures du modèle. Oui, très bonne question sur l'input 3D et l'output 3D. J'en profite pour parler un peu d'autres fonctionnalités en même temps. Donc, j'ai parlé des différents formats de fichiers qu'on génère. On génère également des texture maps. On peut faire des générations à partir de multiples images, ce que je n'ai pas forcément mis en avant, pour assurer une cohérence multi-images. Et on développe également une API. Bon, je ne vais pas tout lister en réponse à la question. Par rapport spécifiquement à l'input 3D, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu trop complexe, ou qu'on juge trop complexe ou pas assez avancé au niveau de la recherche, mais qu'on estime réaliser dans l'année 2025 pour un premier pas. Et ensuite, je pense que niveau recherche, on pourra commencer à faire des choses plus intéressantes en 2026 et après. Merci. Bonjour. Jean-Jacques Lony, artiste 3D et formateur. Je voudrais savoir si on veut créer un personnage avec 2 têtes, 6 bras, 8 tentacules et 20 pieds. Comment on fait avec cette base de données? Alors, c'est vrai que si on utilise un prompt, par exemple, donc si on fait de la génération texte à 3D, ça peut être assez compliqué de venir expliquer quel type de personnage on souhaite avoir. On peut aller dans le détail et préciser le nombre de membres, par exemple. Mais ce qui va être plus pratique dans ce cas-là, c'est de partir plutôt d'un concept art du personnage, même un croquis ou un dessin,
peut fonctionner pour venir générer un modèle 3D correspondant et qui aura le bon nombre de jambes, etc. Bien, une dernière question. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai déjà, alors Quentin Auger, cofondateur et directeur de l'innovation d'Animation, et impliqué entre autres dans le groupe Creative Machine qui étudie l'usage des IA dans nos métiers. Pour avoir déjà discuté avec Félix, qui est l'autre cofondateur, je parle sous ton contrôle. On a bien donc deux modes de génération. L'un, c'est à partir d'une image, donc à nous de gérer les droits d'une image, comme quand on fait du montage avec des images. Et il y a donc le texte tout 3D, dans lequel, si j'ai bien compris, vous générez, vous, de manière intermédiaire, une image. Et là, par ailleurs, il y a, j'imagine, du Stable Diffusion ou des choses comme ça. Voilà, je tenais à le préciser, je vois que tu opines du chef. Et Stable Diffusion, autant il y a pas de problème d'IP, du moins de ce que tu dis dans les données d'entraînement de la 3D. On sait tous, on commence à connaître le sujet, qu'il y en a un peu plus dans des générateurs d'images, comme Stable Diffusion par exemple. Je vois que tu opines, mais je voulais préciser un petit peu ça à tout le monde. Et je pense qu'effectivement, dans nos métiers, il est bon d'essayer de contrôler un petit peu tout, entre autres les IP rentrantes, et que ça va plutôt dans le sens de travailler avec des images plutôt que du prompt. Surtout si ce prompt génère des images avec des systèmes qu'on maîtrise moins en tant qu'utilisateur. Alors peut-être que vous avez possibilité, je ne sais pas si c'est dans la roadmap, de pouvoir choisir le modèle de génération d'images intermédiaires. Alors, en effet, aujourd'hui, on vient générer une image si on part d'un prompt. Cette image, elle est générée par un modèle standard de diffusion 2D qu'on a légèrement modifié pour nos besoins pour le reste de la pipeline. On fait une passe de vérification pour qu'on ne vienne pas générer des modèles des images qui est vraiment une IP assez clairement connue et reconnaissable, mais on ne peut pas garantir vraiment que tous les résultats ne soient pas reliés à une IP. Donc on est intéressé aujourd'hui par cette possibilité de donner plus de contrôle à l'utilisateur et de venir choisir le modèle de génération 2D. Mais à terme, ce qu'on souhaite vraiment avoir, c'est un modèle unifié qui génère, sans passer par de la génération d'images, un objet 3D à partir d'un prompt ou d'une image en input. Il faut dire qu'aujourd'hui, les modèles qu'on a en sortie sont bien meilleurs que ce qu'on avait il y a un an, mais c'est également le travail d'un assemblage de plusieurs différents algorithmes de machine learning, et donc ce n'est pas encore quelque chose qui est final et qui est parfait. Mais en tout cas, ça évolue, et la vision reste la même, que ce soit aujourd'hui avec la pipeline un peu complexe et pas toujours parfaite, notamment sur la génération 2D aujourd'hui. La vision reste la même à terme de venir créer un outil qui plaise aux artistes 3D parce qu'il a des fonctionnalités qui lui sont pertinentes, mais également parce qu'il vient générer des modèles qui ne soient pas générés à partir d'images 2D qui soient reliées à des IP, par exemple. Ouais, l'image en input, ça peut être un dessin fait à la main. Voilà, je vois un croquis assez sympa. J'espère que ce n'est pas moi. Mais par exemple, ce croquis, ça pourrait être utilisé comme input, et on peut générer un modèle 3D à partir de ça, qui a un volume par rapport à donc, ce dessin en 2D. Voilà. Ah bah très bien, donc ça répond à la question du modèle à 6 bras. Et j'ai plus en tête tous les détails. Mais... Bien, oh ben on va... merci Glenn. Et on va... Et on va passer à la présentation suivante. Donc, on va accueillir Slim Ouni, qui est le dirigeant d'Odinalypse d'un côté, mais qui est également professeur à l'Université de Lorraine, et donc qui a mené pendant un certain nombre d'années des travaux sur le lip sync, et qui a développé une entreprise qui tire parti justement de ces travaux. Voilà, il faut parler bien près du micro parce qu'on enregistre aussi en vidéo. Merci Stéphane, merci aux organisateurs de Radiraf pour l'invitation. Donc, je pense le mieux, c'est qu'on commence par une petite vidéo. Researchers are discovering something unnerving about artificial intelligence. It's easy to fool.
So easy, in fact, there's a whole field of study known as adversarial AI. It actually aims to make artificial intelligence a little smarter. As part of an NPR special series on the technologies that watch us, Dina Temple-Raston has more. Donc là, c'est ce que vous venez de voir, c'est une animation donc d'un modèle de MetaHuman dont le lip sync a été fait automatiquement en quelques secondes et sans aucune retouche. En fait, ça, c'est les résultats de la technologie de lip sync qu'on développe chez Dynalips. Donc, mais d'abord, j'aimerais bien présenter c'est qui derrière Dynalips. Donc, Dynalips, d'abord, c'est une elle est issue d'un laboratoire de recherche universitaire. Donc là, c'est le lauréat et Centre INRIA de l'Université de Lorraine. Nous, en fait, moi, personnellement, j'ai plus de 20 ans d'expérience en traitement de la parole multimodale, avec une focalisation sur l'étude des mécanismes de l'articulation. Et on essaye de modéliser ces mécanismes grâce à l'IA et du deep learning. D'abord, un mot rapide sur le lip sync. Je pense que vous connaissez bien de quoi on parle, mais j'aimerais bien d'abord vous parler du principe de l'articulation. En fait, ça, c'est mon domaine. En fait, il faut savoir que l'articulation, ce n'est pas la concaténation des formes de bouche pour produire donc l'animation ou bien faire des interpolations entre les formes. C'est plus compliqué que ça. Là, je prends toujours le même exemple que vous voyez là. Le mot clou, par exemple. Le mot clou est composé par les phonèmes que, le et ou. Et quand vous essayez d'articuler le mot clou, en fait, vous faites, avant même de prononcer le mot, vous préparez l'articulation du son ou. Donc, avant même de prononcer le K et le L, en fait, vous préparez le ou parce que c'est un geste articulatoire qui est lourd et il nécessite une préparation. Donc ça, c'est juste un simple exemple. Il y a plein d'autres exemples. Et ça, ce que je suis en train de vous décrire, c'est ce qu'on appelle en fait la coarticulation. Et la coarticulation est très importante en fait pour de l'inclure en fait dans le process de lip sync. Donc dans la création de lip sync, il faut intégrer la coarticulation, sinon on n'obtient pas une articulation naturelle, une articulation intelligible. Bien entendu, cet aspect-là est très important. Par exemple, pour les enfants en phase d'acquisition de langage, les plus grands consommateurs des dessins animés, et surtout aussi pour les gens qui sont en phase d'apprendre une nouvelle langue, par exemple, sans parler du fait que, côté expérience spectateur, c'est très important d'avoir une qualité d'articulation correcte. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une démo de l'interface utilisateur, parce que notre solution, elle est opérationnelle, elle est en ligne, donc on peut l'utiliser. La première phase, on commence par faire un upload de votre fichier audio. On peut aussi l'enregistrer avec l'outil, il n'y a pas de souci. Après, on fait un upload de l'audio, de fichier texte qui correspond à l'audio, qui s'affiche ici, mais vous pouvez l'écrire directement, c'est-à-dire vous faire la transcription de fichiers audio dans cette zone-là. Je ne vois pas mon curseur. Il y a une première phase où on fait de la vérification pour vérifier que tous les mots ils sont bien rendus au niveau de l'animation. Et après, en fait, on appuie sur le bouton Animate. Et donc après, le traitement du lip sync il sera fait en fait de façon assez rapide, voire très rapide. Donc ça, c'est que la vérification. On appuie sur Animate. Et là, le temps que vous attendez là, c'est le temps pour faire du lip sync. Donc voilà, on attend. Et là, vous avez votre animation. Et il suffit de la récupérer. Et après, en fait, vous avez le résultat de l'animation que vous voyez. Donc là, il n'y a pas l'audio parce que je n'ai pas les contrôles là-dessus, mais vous aurez d'autres exemples plus tard pour vous entendre encore une fois cet exemple-là. Donc là, on voit bien qu'on a continué à animer le modèle, mais on a toujours la main sur les contrôles et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, les points clés, si vous voulez, qu'on peut mettre en avant, c'est que le lip sync est automatique, précis et rapide. L'interface utilisateur est facile à utiliser. Il y a, donc on peut utiliser l'interface web que vous avez vue, mais il y a aussi des plugins, comme le plugin par exemple de Unreal, que vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, et là, vous restez dans votre outil de travail, par exemple.
Notre lip sync, en fait, notre outil de lip sync s'intègre au flux de travail donc habituel, et il n'y a pas besoin d'apprentissage, il n'y a pas besoin de prise en main. En fait, la prise en main, elle est quasi immédiate. Tous les modèles 3D sont utilisables. C'est vrai, jusque-là, vous avez vu 2 modèles MetaHuman, mais en fait, n'importe quel modèle 3D, on peut utiliser ça, pas forcément humanoïde, même parfois des modèles un peu farfelus. Du moment qu'on définisse bien les formes, il n'y a pas de souci, ça marche. Pour faire ça, on a besoin d'une phase de mapping. Ça veut dire, en fait, on va adapter notre modèle de lip sync à votre modèle 3D. En gros, on va vous demander de définir certaines formes. Donc là, je vous montre la deuxième phase. Certaines formes donc, de formes de bouche, 14 en tout. Et à partir de ces formes-là, en fait, on va produire, donc on va adapter notre modèle de lip sync. Là, en fait, on définit, donc on a un nouveau modèle. On récupère les key shapes forme par forme, donc on définit, là je vous montre des exemples, il n'y a pas que ça, mais en tout il y a 14 formes qui correspondent à des VSM, mais pas que, en fait des formes bien stratégiques pour notre modèle, qui sont suffisantes pour adapter notre modèle, modèle de lip sync bien entendu, pour qu'il puisse s'adapter à votre modèle 3D. Donc ça, c'est très important. Ce que je veux dire, en fait, vous ne changez rien à votre modèle. Vous continuez à travailler avec votre modèle. C'est notre techno qui s'adapte à votre modèle. Donc ça, c'est un point, malgré tout, très important. Donc voilà, là, une fois que c'est fait, on clique sur Create et c'est bon, c'est fait. Et maintenant, vous allez retrouver le modèle dans la liste des modèles que vous avez dans votre outil. On refait la même manip si on va faire de l'animation de nouveau. Donc, on récupère l'audio, on récupère le texte, on vérifie. Donc là, ce qui se passe, la langue, elle est en français parce que la vidéo sera en français. Et la même chose, la même manip. Donc, il y aura du lip sync sur nos serveurs. À la fin, vous téléchargez donc votre animation. Là, par exemple, on peut utiliser un reel comme outil d'animation. On récupère l'animation, comme vous voyez là. Donc, le fichier FBX est téléchargé. Après, donc, on va le mettre dans la piste d'animation de Unreal et on charge l'audio. Et une fois qu'on fait ça, c'est fait, c'est bon, tout marche. Bianca, je regrette que cette journée ne se soit pas passée comme prévu. Et je sais qu'on avait très envie de voir un dauphin, donc ça ne me dérange pas si tu en fais apparaître un par abracadaveux. Donc, avec cet exemple, vous avez vu, même à partir de la définition des formes, des keyframes, après le process, en fait, à partir de l'audio, à partir du texte, vous avez vu en fait, la démarche jusqu'à arriver à avoir une animation. En fait, c'est rapide. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir en fait, des résultats très, très vite. Vous n'avez pas besoin d'attendre énormément. Ce que je peux dire aussi, en fait, l'animation, donc vu que c'est un fichier FBX que vous téléchargez dans votre outil, l'animation, en fait, elle est modifiable. Donc, vous pouvez la modifier. Pour faire par exemple des ajustements, si vous voulez exagérer certains gestes, vous pouvez le faire. Et on peut aller en fait jusqu'à 120 images de formes par seconde qui correspondent en fait, qui permettent de contrôler les blend shapes ou bien les rigs de votre modèle. Donc là, on a montré tout au début, on a montré une animation en anglais. Là, vous venez de voir une animation en français parce que en fait, notre système est multilingue. Et par exemple, je prends le même exemple, donc la même séquence d'animation que vous venez de voir, et là, on va voir le lip sync en anglais, en allemand et en anglais. Bianca, es tut mir leid, dass der Tag anders gelaufen ist als geplant. Und ich weiß, dass wir alle unbedingt Delfine sehen wollten, also wäre es völlig in Ordnung, wenn du einen Delfin wunschzauberst. Bianca, I'm sorry the day didn't turn out like we expected. And I know we really wanted to see a dolphin, so it would be okay with me if you wish and poofed one to see. Donc, pour résumer, vous avez bien vu que la solution est multilingue. Le mode de fonctionnement de notre outil, en fait, il y a deux modes. Il y a un mode SaaS, ça veut dire sur notre serveur web, sur nos serveurs, ou bien c'est envisageable aussi de l'avoir tourné sur vos serveurs à vous. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, comme nous, en fait, nous sommes très sensibles à la confidentialité des données. Donc, les données sont utilisées uniquement
pour générer l'animation. Donc, en fait, il n'y a aucune conservation au-delà de cet objectif. Et là, on est très clair là-dessus. Et en fait, tout simplement, elles ne seront pas utilisées pour notre modèle d'IA, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin. En fait, notre modèle tourne sans... on n'a pas besoin de vos données, les données là, pour améliorer ou faire quoi que ce soit avec, pour notre modèle. L'autre information en lien avec la confidentialité, le traitement est réalisé en France, donc les données ne sortent pas du territoire. Et le dernier point concernant l'outil, c'est que la facturation se fait à l'usage et en fonction, bien sûr, du volume de lip sync en question. Pour notre roadmap, ou bien les projets en cours, les projets futurs, donc bien entendu, on va continuer à développer plus de plugins. Donc en plus du plugin Unreal, on est en train de travailler sur un plugin pour Blender, mais on va continuer pour Maya. On a un gros projet en cours qu'on a commencé il n'y a pas longtemps qui porte sur le lip sync en temps réel et l'expressivité. Et la toute dernière nouveauté qui sort, qu'elle est encore en recherche, c'est-à-dire c'est le résultat des travaux de recherche donc, de Louis Abel qui est dans la salle. En fait, ce travail de recherche concerne comment on génère automatiquement les gestes qui accompagnent la parole. Les gestes, en fait, ils doivent être cohérents avec la parole, le bon timing et qu'ils ont du sens par rapport au discours qui est tenu à un moment donné. Donc ça, bien sûr, ça sera les travaux dans le futur. Et je termine la présentation par un dernier point. Je fais de la pub. Donc, à l'occasion de l'événement de Radiraf, en fait, on vous propose pour toute création de compte durant cette semaine, vous pouvez utiliser notre techno de lip sync en illimité pendant un mois en utilisant le QR code que vous avez à l'écran. Donc, j'enlève le curseur pour qu'il n'y aura pas de parasites. Et bien sûr, en fait, on vous fait cette proposition-là pour avoir le maximum de retours de votre part, que vous utilisez à votre rythme notre techno. Et par la suite, bien entendu, si vous voulez nous contacter, si vous avez des remarques, quoi que ce soit, on est à votre écoute. Je vous remercie pour l'écoute. Alors, on passe au tour des questions. Qui a une question à poser, qui lève la main? Bonjour, merci pour la présentation. Je suis désolée, je vais mettre ça là, mais moi j'ai quand même deux questionnements par rapport à l'IA. C'est super ce qu'on voit, mais il y a l'écologie. On nous parle du carburator où avec le CNC, les productions elles vont devoir mettre leur bilan carbone. L'entraînement des modèles, on sait que c'est de l'électricité, c'est des serveurs, tout ça. Et aussi par rapport aux techniciens, animateurs, sculpteurs, intermittents du spectacle qui, là, moi, je vois un peu tous les métiers que j'aime faire qui sont en train d'être remplacés. Alors, ça va générer plus de contenu, plus de films, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas vraiment une question, c'est plus une inquiétude, quelque chose à partager peut-être là ou pas. Voilà, merci. Merci pour votre commentaire. En fait, nous, vraiment, par construction, on ne veut pas remplacer les animateurs. Je vous donne un exemple. Les résultats qu'on donne, on est conscient, en fait, que, par exemple, pour le moment, on ne traite pas l'expressivité. Parce que pour le moment, on considère que c'est la tâche de l'animateur, c'est un acte artistique. On ne peut pas, en fait, par exemple, si on fait de l'expressivité à ce niveau, au niveau de films d'animation, on aura des copier-coller de la même émotion partout. Et ça n'a pas de sens. Donc, en fait, chaque être humain, il a des émotions qui expriment de façon différente. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que l'animateur qui peut faire ça. Nous, en fait, vraiment, ce qu'on fait, c'est comme mâcher un peu le travail à l'animateur. Donc, l'aspect qui est un peu mécanique à faire frame par frame, nous, on vous dit, on vous aide là-dessus. Et après, c'est un point de départ et c'est à vous, après, de faire là où vous vous éclatez d'un point de vue artistique. En tout cas, nous, on voit ça comme ça. Notre but, vraiment, ce n'est pas de remplacer les animateurs. Ça c'est clair. Par rapport à l'empreinte carbone, en fait, nos algos... Pareil, il faut faire attention, parce que depuis 2 jours, on parle de l'IA génératif. Ce qu'on fait, ce n'est pas de l'IA génératif.
Ok, c'est des réseaux de neurones, mais c'est des réseaux de neurones presque classiques, j'allais dire, presque classiques. C'est-à-dire c'est économique, ça ne prend pas beaucoup de données. Donc notre base de données, elle est vraiment... en fait, on a fait un effort. C'est pour ça que au départ, je parlais plus de mon domaine de recherche. En fait, on a fait un effort sur le choix du contenu de la base de données pour qu'elle soit la plus petite possible, mais qui permet en fait de générer ou couvrir le maximum de gestes articulatoires de l'humain par rapport à une langue donnée. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est très important. Et donc même après, donc ça c'est pour l'entraînement. L'entraînement se fait une seule fois et c'est pas très coûteux. Et après l'inférence, en fait, elle prend pas beaucoup de temps. Et la preuve, vous avez vu, c'est rapide. Donc ça nécessite pas des minutes ou des heures de traitement. Voilà. Donc vraiment, on est conscient de ça. Et j'espère que ma réponse est un peu rassurante par rapport à votre remarque. Moi, pour répondre ou participer au débat, j'aime bien une formule que j'ai déjà entendue, c'est que l'IA, c'est un outil, et un outil, c'est utilisé par un humain. Et c'est l'humain qui l'utilise et qui la contrôle. Et il faut effectivement que les IA soient éthiques et rentrent dans ce cadre-là. Ça, c'est la première réflexion, on va dire, d'ordre général sur l'IA. Et la seconde, c'est notamment sur le lip sync, c'est qu'on a vu hier... dans la première conférence, les dispositifs de traduction automatisés. Et en fait, on est exactement dans la même problématique. C'est-à-dire que si jamais on veut commercialiser une série sur 50, 100 pays, la réalisation par, on va dire, des voies humaines ne peut pas rentrer dans un schéma financier réaliste. Et donc le seul moyen de pouvoir livrer pour ces marchés internationaux, ça sera d'utiliser des systèmes automatisés, mais de rémunérer la chaîne de valeur, et notamment les artistes, les comédiens qui auront fait le modèle de voix initial pour la voix, on va dire, originale, de les rémunérer par rapport aux recettes sur l'usage de leur modèle de voix. Je crois que, mais on en a parlé hier, l'important, c'est d'arriver à mettre en place des accords entre les syndicats de producteurs, les artistes, les structures de commercialisation, en fait, toutes les parties prenantes, pour que personne ne soit grugé et que justement la valeur de ce qui est généré par l'IA puisse rémunérer normalement l'ensemble des participants à l'œuvre de création. Et je crois qu'il n'y aura pas d'autre moyen. Et d'un autre côté, si j'ai bien compris, les sociétés type SACD, SCAM, etc., ont co-signé un projet mettant en place justement des négociations pour mettre en place des accords qui permettent d'être dans ce cadre. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient dans la profession qu'on doit avoir une démarche qui prenne en compte les intérêts de tous les salariés, que ce soit des animateurs, que ce soit des comédiens, que ce soit des créatifs, à tout niveau, pour que l'IA, justement, soit quelque chose qui reste éthique. Mais on doit trouver des solutions, car cela a été dit hier, si nous ne produisons pas nos outils et nous n'utilisons pas l'IA, en fait, ce seront d'autres qui l'utiliseront, comme les Chinois, par exemple, et qui, eux, probablement, n'auront pas du tout les mêmes soucis d'éthique que nous. Et on était même arrivé hier à la conclusion que finalement, peut-être que les versions françaises seraient produites en Chine et pas en France. Et si on veut rentrer justement dans un système où nous ne nous retrouvons pas en dehors des chaînes de fabrication dans quelques années, il faut qu'on mette en place chez nous des accords pour conserver justement ce travail, mais en même temps qu'il ne gruge personne et qu'il rémunère normalement toutes les parties prenantes.
Je veux juste faire un commentaire. Je suis d'accord à 100% avec ce que tu viens de dire. Mais par rapport à notre techno, en fait, vraiment, on n'est pas dans l'IA générative. Ça veut dire on ne génère pas la voix. La voix, c'est toujours le même process de production de l'animation. À un moment donné, les studios d'animation, ils vont enregistrer de la voix. Donc, tout ce qu'on fait, on prend cette voix-là. En fait, on fait l'animation lip sync, donc associée à cette voix-là. Et après, l'animateur, il va à partir de ces résultats-là. Donc, c'est-à-dire, on vraiment casse pas le schéma classique du travail. Ce que tu viens de dire, c'est vrai pour l'IA générative. C'est vrai si on utilise des données des acteurs, des données des voix, des personnes qui donnent leur voix, etc. Bien sûr. Et je crois mais c'est une question qui n'est pas simple parce que c'est pas le moment parce que même au niveau recherche, juste pour vous dire, au niveau de la recherche, la question se pose. Par exemple, il y a de plus en plus de labos de recherche qui veulent faire des travaux sur l'IA générative et on est confronté par rapport à ça. Et là, on est en train de mettre dans la boucle les juristes. Par exemple, dans le centre RIA, il y a les juristes donc, qu'on les a mis sur ce type de questions pour dire comment on fait. Qui a la propriété, par exemple, si on va faire collecte de données, par exemple, voix, images ou autre, comment répartir ça? Comment on va rémunérer les gens? Est-ce qu'il n'y a pas de loi? C'est encore, je pense que c'est une question qui dépasse largement, à mon avis, même le domaine de l'animation. Bien sûr. Mais je crois, oui, alors, on ne fait pas un débat sur l'IA, parce que sinon ça sort pas. Sinon, je pense qu'on n'est pas sorti. Oula, c'est fort. Je vais aborder un sujet nouveau. Ma question, c'est est-ce que votre outil, vous pensez l'adapter au langage des signes? Parce que j'ai vu que vous aviez mis en place, que vous avez commencé à réfléchir à appliquer le geste à la parole. Et c'est peut-être un sujet très niche parce que c'est pas du tout un sujet très populaire et il n'y a pas un grand public là-dessus. Mais c'est par curiosité. Alors, je mets ma casquette chercheur, oui. On a une thèse de doctorat qui vient de commencer au mois d'octobre passé sur la langue des signes. Donc l'idée, c'est de traduire de paroles vers la langue des signes. Donc on vient de commencer. Et là, par contre, le problème est beaucoup plus grand parce qu'il ne s'agit pas de la génération classique, ça c'est la traduction. Parce que la langue des signes, c'est une langue à part entière. Hein. Ce n'est pas juste que des gestes. Et là, en fait, on travaille avec des associations de personnes sourdes, etc., pour essayer de bien maîtriser la problématique. Mais vraiment, de mon point de vue, pour la génération des signes, pour la langue des signes, on est vraiment dans la presque préhistoire. Désolé de le dire de cette façon-là, c'est-à-dire il y a plein de labos qui abordent le problème, mais on est vraiment loin d'imaginer. Personnellement, j'estime pas avant 5 ans au minimum pour avoir les premiers systèmes de langue des signes qui fonctionnent, qui sont corrects, qui donnent un résultat correct, de mon point de vue. Mais vraiment, on débute dans le domaine-là, mais on le fait, on est en train de le faire. Merci Slim. On va passer à la présentation suivante. Et donc, ça va être Maxime Dumas de Persistante Studio, qui est l'éditeur de Popcorn FX, qui va nous présenter. Et on avait déjà eu en 2019, si ma mémoire est bonne, Popcorn. Voilà. Merci Stéphane, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc je vais présenter très rapidement l'entreprise. Donc Persistante Studio, on a 19 ans d'expérience, on est pionnier dans ce qu'on appelle les VFX programmables en temps réel. Et on est fournisseur en fait d'un outil qui s'appelle Popcorn FX, qui est interopérable avec différentes plateformes et moteurs. Donc la V1 par exemple avait été utilisée dans Reallusion iClone, Substance Painter pour tout ce qui est Particle Brush. Et la V2, actuellement, on supporte Unreal Engine 5, Unity, O3DE et After Effects. Et on a des services FX, Descartes et d'ingénierie aussi, dev graphique, optimisation et de R&D sur mesure. Et donc l'objectif, même si effectivement on a plus une base de clients orientés jeux,
c'est aussi d'être un peu transversal et d'avoir des cas d'utilisation, notamment dans l'animation. Donc l'outil en lui-même, c'est un outil vraiment entièrement Nodel et qui est prévu essentiellement conçu pour du temps réel. Donc on n'a pas du tout les mêmes temps de simulation dans le jeu que dans d'autres contextes. Et donc juste pour donner quelques exemples qui sont similaires, par exemple un effet type Doctor Strange, mais on va créer un graphe et on va exposer des paramètres très très simples à l'animation pour pouvoir changer ces paramètres-là. L'autre cas aussi typique, c'est on va faire un effet paramétrique qui va prendre en compte la topologie, enfin la forme, le mesh, et ça va changer en fait automatiquement et prendre en compte ces informations-là pour générer l'effet. Donc l'avantage, c'est que ça va avoir aussi la cohérence entre les différents assets à produire. Donc là, c'est dans le cadre d'un jeu, mais par exemple, ce jeu-là, ils avaient commencé avec un seul dragon et on avait exposé tout un tas de paramètres pour gérer toutes les habilités. Et ils avaient plus de 20 classes de dragons et ça a été quasiment indolore après, une fois pour la production, de changer juste les textures d'entrée, les géométries, ce genre de choses. Donc là, j'ai choisi, donc là, on est à une nouvelle phase de développement donc, qui est plus axée simulation. Donc l'historique, c'est un système de particules entièrement programmable. Et l'objectif, c'est de nous permettre de simuler des simulations plus complexes tout en restant performants. Et donc le type de phénomène qu'on souhaite adresser, c'est par exemple simulation de foule, simulation de fluide, liquide, et tout ce qui est système de contraintes, donc cordes, vêtements, des déformeurs, ce genre de choses. Et l'aspect intéressant, c'est que les nœuds de simulation sont ouverts, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment rentrer dans tout le détail de la simulation, layer par layer. Et donc il n'y a pas vraiment de black box, on peut vraiment changer les algorithmes directement dans le graphe. Alors, je choisis ce premier use case, donc simulation de foule. Donc ici, chaque particule, c'est un agent, et on va placer donc une grosse quantité d'agents dans le stade, et on va pouvoir ensuite animer très facilement ça avec juste une forme, donc un volume qu'on va déplacer pour pouvoir trigger une animation en particulier, donc là ou là. Donc après, il y a des aspects de performance, mais l'idée, c'est ensuite d'avoir des outils très rapides pour populate en fait, tous ces agents-là et gérer tout ce qui est problématique de LOD jusqu'aux imposteurs dans la scène. Donc le deuxième use case, c'est, donc on n'a pas vocation à remplacer un moteur physique, mais la simulation de rope, là, quand on tire, c'est directement dans le graphe qu'on le fait. Et la raison, c'est parce que ça nous permet une plus grande liberté artistique, parce qu'on peut placer de l'électricité, on peut injecter des impulses de force à des endroits de manière procédurale. Donc c'est un côté très pratique, contrairement à si on avait utilisé un moteur physique juste pour ça. Le deuxième, c'est... normalement, il est censé aller... Voilà. C'est le système de dripping. Donc là, on passe de particules qui sont spatiales et qui vont chercher une position de contact en fait, sur la géométrie animée. Et donc ces particules-là, ensuite, elles vont être dans un autre espace et on va peindre un masque de texture. Et ce masque-là, après, est utilisé de manière très classique dans le shader pour pouvoir interpoler entre deux matériaux. Et le troisième use case, là, c'est une simulation de shallow water où le personnage y rentre dedans et ça simule la surface sans être très coûteux. Donc, ce qui permet de faire ça, c'est deux innovations qui n'étaient pas présentes avant. C'est le fait d'avoir un mécanisme de synchronisation en fait, qu'on appelle fence dans le graphe. Et en gros, ça va permettre de découper la simulation et de l'ordonner pour que des étapes, qu'il y ait plusieurs stages de simulation au sein de la même frame. Et donc, par exemple, dans le cas d'une rope, comme ça, on va pouvoir avoir la physique qui s'applique, gérer les contraintes, plusieurs passes de contraintes si nécessaire, et ensuite écrire le résultat dans la grille. Et ensuite, donc, on a rajouté du coup un autre conteneur qu'on n'avait pas avant. Donc avant, on avait des H-grade pour pouvoir faire des communications particule-particule dans un volume.
Et on a rajouté le fait d'avoir des grilles plus légères avec moins d'overhead qui permettent d'avoir des grilles 1D, 2D, 3D, 4D, jusqu'à 4D, et pour pouvoir stocker des informations et les relire dans les différentes passes. Donc ça ouvre la porte à, par exemple, tout ce qui est simulation basée sur des fluides, sur des grilles. Je vais donner un exemple concret. Là, par exemple, ici, ça simule directement. Et donc, dans notre roadmap, puisque c'est vraiment le début, en fait, de cet axe qui va aller vers plus de simulation, donc, il y a le fait de pouvoir avoir des fences entre différents layers de différents systèmes. On a tout ce qui est GPU Events aussi. Pour l'instant, c'est uniquement supporté sur CPU. Il faut savoir que le graphe, lui, il est compilé par la back-end. Et on a différentes back-ends. On gère de manière symétrique CPU et GPU. Et donc, dans les travaux à venir, l'idée, c'est de rajouter le fait de pouvoir avoir des loops dynamiques. Donc là, ça, c'est pour avoir des itérations, par exemple, dynamiques. Pour tout ce qui est aussi vrai branching, parce qu'on peut faire, on a des nodes if, mais qui font le select des deux branches en fait. Et ça permettrait d'avoir des state machines plus évoluées, notamment par exemple dans des simulations de full. Et enfin, donc après, c'est l'interopérabilité. Donc là, c'est le support OpenUSD, MaterialX, et revamp le SceneGraph pour qu'on puisse ingérer des datas qui sont communes à d'autres pipelines et outils. Voilà. Merci. Alors, les questions pour Maxime. Bonsoir. Dans votre support OpenUSD, vous pensez mettre quel type de données? Particules, des sprites, des données propres? Vous allez créer vos propres types de données? Alors aujourd'hui, on ingère essentiellement du FBX pour tout ce qui est... on peut sampler les courbes d'animation, on peut sampler un mesh animé, tout ce qui est géométrie type géométrie statique. Donc déjà, il y a tout ça. Donc là, c'est remplacer en fait tout ce qu'on supporte aujourd'hui avec FBX. Après, il y a un côté intéressant, c'est souvent d'avoir le même environnement que dans le jeu ou dans la production qu'on a. Donc là, ça va être plus avoir le SceneGraph qui contient absolument tout pour pouvoir visualiser l'effet dans son contexte. Donc là, on supporterait l'entièreté. Et après, il y a la partie transport. Donc là, c'est un autre sujet encore, mais c'est supporter OpenUSD comme un format de transport pour, de fichiers pour Popcorn. Et du coup aussi tout ce qui est export de cache. Donc là, c'est une des parties qui est assez intéressante, c'est comment on va aller sur des simulations de plus en plus complexes. L'idée, c'est de pouvoir pré-baker une partie de cette simulation-là et de pouvoir les récupérer sous forme de cache, sous forme de Flickbook, par exemple. Donc, Rémi Lalanne, de 5 planètes. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, 5 planètes, je vais vous présenter, c'est un service SaaS, donc Software as a Service, logiciel sous la forme d'un service. On peut aussi l'installer quand même chez soi. Attends, je vais le mettre plus devant moi. Voilà. Donc la présentation va se faire en 4 parties. Une petite présentation d'où je viens. Ensuite, une étude de cas qui est la production de Angelo dans la forêt mystérieuse, sur lequel le service a tourné. Puis, on va parler un peu de AirSync et de comment ça tourne justement sur cette interface, sur cette production avec les interfaces de la production. Puisque l'intérêt, c'est qu'on a utilisé ce logiciel libre tout du long, donc c'était intéressant. Et puis ensuite, la 4e partie, ce sera le fonctionnement avec l'API originelle, en fait. Voilà, donc ça, c'est... déjà, je vais présenter un peu le service. Donc en fait, on a tourné dans quelques productions depuis. Donc la société, moi je travaille pour une société qui s'appelle PrimCode, je suis le développeur et gérant. Et en fait, la société existe depuis 2007, mais le service SingPlanet, en fait, depuis 2017 seulement. En fait, j'ai eu une première
expérience de synchronisation multisite sur la production de Igor, un long métrage chez Sparks Animation. Donc il était fabriqué entre les studios de Paris et du Vietnam, Ho Chi Minh Ville. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des demandes croissantes les années suivantes qui font que je me suis dit que c'était assez évident de... plutôt que de faire que du pipeline comme j'avais l'habitude de faire avec du Digital Asset Management, en fait, de faire de la synchronisation de fichiers de manière assez spécifique. Donc là, je vais parler d'Angelo particulièrement, donc, qui a été créé avec 7 studios qui étaient comment dire, séparés physiquement. Et donc c'est toujours un peu un challenge dans le sens où il faut essayer de comprendre les enjeux, savoir déjà où sont les studios et de placer en fait un serveur au milieu de tout ça qui va être le plus optimal possible, puisqu'on est dans un type de synchronisation qui est centralisé, donc avec un serveur central qu'on appelle Hub. Donc là, on l'a placé directement dans un data center chez Gaoshan, qui avait déjà physiquement une baie dans un data center déjà disponible, donc c'était parfait. Alors c'est important de parler de ce réseau en étoile parce que on n'est pas dans du peer-to-peer, on est vraiment dans une logique de maîtrise de tout ce qui est uploadé et ensuite propagé. Donc cette topologie est pas mal. Donc, par exemple, on peut voir les points qui sont abordés par Wikipédia par rapport à cette topologie. En fait, on a l'ajout facile de studios. Voilà, effectivement, en cours de production, on peut rajouter ou enlever des studios. La localisation facile des pannes. Alors, dans un autre type de réseau, c'est plus compliqué. Le débranchement d'une connexion ne paralyse pas le reste du réseau. Et on a une simplicité d'installation au niveau des studios, dans le sens où en fait, on n'installe pas de software spécifique dans le studio, mais c'est le concentrateur, donc le hub, qui contient l'algorithme, les algorithmes et l'intelligence de tout ce qui va être propagé et de comment on le propage. Voilà, donc par exemple, là, dans cette configuration, on peut voir que le serveur le plus éloigné, c'est celui de Gaoshan à La Réunion. Et pourtant, on avait des super débits, parfois meilleurs que pour des serveurs qui sont en métropole. Ça s'explique avec comment fonctionne le fonctionnement du réseau Internet. Il y a un câble sous-marin qui passe, qui connecte La Réunion, le câble Lyon 2, qui arrive dans le sud de la France. C'est rapide par rapport à des câbles terrestres qui sont parfois surchargés derrière des fournisseurs d'accès Internet. Par contre, on a plus de latence. Donc, en général, quand on change de continent, on a à peu près 200 millisecondes de latence qu'il faut gérer. Et donc, il faut le prendre en compte pour la mise en place. Donc après, on a une autre problématique, c'est que les besoins évoluent avec les étapes de production. Là, alors je reviendrai sur cette slide pour les aspects techniques SSH et AirSync. Mais donc là, ici, on a des graphes donc, de tout ce qui se passe pendant la production. Donc c'est un truc, je pense que c'est pour les gens qui font du pipeline, c'est assez un classique en fait, mais c'est bon toujours de le voir graphiquement. Donc en fait, c'est la somme le volume de publish. Hein, là, on a seulement que l'upload, pas de download, qui sont faits sur chacun des sites. Donc là, je pense que je peux zoomer. Ouais. Est-ce qu'on peut diminuer un tout petit peu la lumière parce que la projection, on ne voit pas grand-chose. Ah ouais, Merci choisi beaucoup. Les couleurs. Merci. Donc là, on a les
les 7 studios. On a un début de production où les studios vont plutôt avoir tendance à mettre ce qu'ils ont déjà par rapport aux assets. Donc là, on a en fait 2 ans de production, c'était marqué sur la slide avant. Donc ici, on a chaque mois, en fait, sur 2 ans. Chaque barre, en fait, représente une semaine de transfert. Donc on voit, voilà, donc les 6 premiers mois, les 10 premiers mois même un peu plus calmes, on va dire. Enfin, plus calmes, pas forcément au niveau des équipes, mais au niveau du data flow. Ensuite, une montée en charge. Et puis après arrive l'étape de rendu et compo. Et là, bon, on explose les high scores. Donc là, on a Zeilt en vert, en bleu, on a Gaoshan, en rouge, on a JSBC. Et ensuite, on a Amopix qui est en orange ici. Alors après, le graphe d'à côté est pas mal aussi. Alors là, c'est découpé en journées. Donc chaque barre représente un jour. On a toujours le laps de temps de 2 ans, le temps de la production entière. Voilà. Donc là, on voit par site, un peu par studio, un décalé, du coup, on voit peut-être un peu mieux. Et surtout, le fait de voir par jour fait qu'on peut voir. Donc on est dans une synchronisation en continu. Donc c'est pas, on va pas déclencher la synchronisation de temps en temps. Ce qui fait que, en fait, on est constamment en train de regarder ce qu'il faudrait transférer. Donc là, uploader. Et on voit que, au fur et à mesure des semaines, donc là, chaque barre est une journée, on voit finalement que la synchronisation se fait au fur et à mesure des jours de la semaine ouvrés, où les personnes travaillent. Et le week-end, ça se calme. Donc on peut estimer qu'il n'y a plus rien à publier et plus rien à propager. Donc c'est assez intéressant par rapport à quelque chose qu'on déclenche trop tard, et qui fait qu'il y aura plus de travail à faire, et donc ça va décaler sur des jours et des jours. On peut voir aussi un truc intéressant, parce que là, on est dans un fonctionnement purement AirSync, donc c'était un peu un challenge, mais finalement, on va voir pourquoi c'est intéressant, qu'il faut en tout cas l'évaluer. Pendant les week-ends, on a quand même une petite activité, en fait, qui est de l'ordre du dizaine de mégas, voire 200 mégas, quand on a beaucoup de choses à explorer au niveau des disques. C'est en fait le fonctionnement d'AirSync qui explore les disques durs du serveur du studio. En fonction des filtres qu'on va voir ensuite, il y a plus ou moins de choses à explorer. Il va ensuite uploader cette liste pour qu'elle soit comparée à la liste qui est sur le serveur hub central. Ce qui fait que, à la fin de la journée, s'il a comparé peut-être une dizaine de fois ou une vingtaine de fois, il y aura 100 mégas qui auront été transférés, mais ce ne seront pas des fichiers qui ont été publiés par les artistes, ce seront simplement des listes. Donc c'est un petit peu un fonctionnement qui peut être un petit problème, mais finalement c'est assez maîtrisé, c'est pas très grand non plus. Après on peut voir les coupures là aussi, donc il y a eu, je crois qu'il y a eu une alerte, pour l'anecdote, une alerte cyclonique chez Gaoshan, donc ça se visualise à un moment, peut-être que c'est là, ici. Voilà. Et puis aussi, on peut voir Amopix qui a commencé sur le compo. Donc eux uploadaient plutôt des scènes AEP, donc After Effects et NK, Nuke. Donc on peut voir, donc c'est des fichiers qui sont plus petits, puisque eux vont plutôt avoir tendance à télécharger, downloader un maximum. Et les points NK et les AEP sont des choses assez légères par rapport aux EXR et puis les autres choses très lourdes comme les alambics, par exemple. Voilà, et puis jusqu'à la fin de la production. Donc après, je voulais revenir quand même à la slide d'avant. On a besoin, dans ces studios, pour organiser tout ça, de connecter les studios en SSH. Donc c'est un logiciel libre qui est disponible un peu partout. C'est vraiment un standard dans l'industrie, dans le réseau. Et AirSync, donc qui est aussi un standard. Maintenant, c'est un exécutable qui pèse quelques centaines de kilooctets et qui est disponible un peu partout, y compris sous Windows. Et OpenSSH aussi depuis pas si longtemps que ça, mais maintenant c'est disponible. Voilà. Donc, et à la fin, on a eu 40 Tera sur le serveur principal, le hub, le serveur central. 41 Tera voilà, qui ont été partagés, publiés par chacun des studios. Donc là, ensuite, je vais vous montrer, c'est une étape de 3 slides, où je vais vous montrer l'interface en fait, qui était disponible pour les gens de la production. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir ces volumes qui sont répertoriés. Donc ces volumes, on voit qu'on a quand même un monitoring qui nous permet de voir où ils en sont, s'il n'y a pas éventuellement
une alerte par rapport au stockage et à la taille disponible. Et donc là, on est sur la vision du hub. Donc c'est la page d'accueil, on va dire, avec donc les options AirSync qui sont globales, qui vont être utilisées pour chacun des liens qu'on va voir ensuite, et chacun des volumes, en upload et en download. On a un système de boutons avec simplement en cliquant, on peut rajouter des options ou en enlever. Et après, ensuite, l'autre chose importante avec les options AirSync, c'est les filtres. Donc ça, c'est ce qui permet en fait de gérer le parcours de AirSync sur les disques durs de la production. Donc on va, avec la syntaxe d'AirSync, indiquer les fichiers inclus et les fichiers exclus, ou les arborescences entières exclues ou incluses. Donc là, par exemple, avec le signe plus, on inclut, avec le signe moins, on exclut. Par exemple, on exclut les fichiers cachés, donc qui commencent par un point, c'est un standard, ou les fichiers temporaires avec la tilde à la fin. On pourrait, par exemple, aussi exclure les points DLL et les points exe qui sont des vecteurs de malware énormes, donc on pourrait le mettre ici aussi. Là, il y a d'autres exclusions, je vais en parler maintenant, comme ça on reste un peu dans le sujet. C'est en fait, pour certains cas, quand on va échanger des données dans tous les sens, dans les deux sens, en fait, en upload et en download avec plusieurs sites, l'effacement peut être problématique. Parce que c'est comme, pour ceux qui font du Git, c'est comme si on faisait un commit et on pushait le repository, le dépôt, et ensuite il faut aller chercher les dépôts qui ont récupéré, qui ont fait des pools, pour aller effacer partout. Et bon, là, heureusement, on a les volumes qui sont connectés, on sait qui c'est, mais c'est quand même une mission un peu compliquée. Donc en fait, finalement, AirSync propose un truc qui est assez simple, qui est de simplement exclure les fichiers qu'on veut effacer. Donc on sait qu'il ne va plus jamais les traiter, ni en upload ni en download. Ensuite, chaque studio va venir effacer ces fichiers chez eux. Ou alors on avait aussi développé un petit script du coup parce qu'on peut lancer des commandes dans les volumes, donc dans les studios. Donc on avait un petit script de RM aussi, qui était un bash, un script shell. Voilà, ce qui était bien, mais un peu compliqué à gérer parce qu'il faut être très attentif. Et donc je mettais ça à disposition des studios. Et à la fin, finalement, c'était peut-être mieux d'avoir un humain qui ait checké les effacements parce que c'est assez quand même complexe. On peut voir, on a un bouton ajouter pour s'il y a un studio qui arrive en cours de production. Ensuite, on a les onglets, donc les paramètres du hub. Un système de graphe que je ne vais pas montrer maintenant, c'est pas la peine, mais en fait les données derrière sont dans un MongoDB quand même c'est juste pour la configuration. Et en fait, moi j'aime beaucoup les graphes de par le passé aussi, et ça vient du passé, et donc j'aime bien décrire les bases de données sous forme de graphes plutôt que sous forme de tableaux séquentiels, des tables. Voilà. Donc après, on va passer à la vue plus... on va zoomer en fait sur un volume. Donc là, le volume de Gaussian à La Réunion. Donc là, on va voir donc de la même façon les options AirSync qui vont être appliquées pour ce volume particulièrement. Donc on a les options du hub qui sont rappelées ici pour la personne qui va interagir. Plus, donc là, on va dire, on va compresser. Il y avait d'autres sites où on ne pouvait pas compresser, notamment l'anecdote, c'est qu'il y a des petits Synology, des NAS qui sont à bon prix. En fait, ils ont de la capacité de stockage, mais par contre, au niveau du processeur, c'est des trucs qui ne sont pas terribles. Et donc, AirSync fonctionne, mais quand on compresse des fichiers qui sont déjà compressés, type des points move, ou est très, très grand, AirSync va avoir tendance à planter. Donc parce qu'il n'y a pas assez de CPU, en gros, il y a un overflow quelque part. Donc voilà. Et ensuite, on a la possibilité sur chaque volume aussi de mettre des options AirSync par sens, donc upload ou download, avec toujours les petits boutons pour aider l'utilisateur si jamais voilà, il y a des boutons qui se répètent, qui sont assez souvent les mêmes.
On a pareil des onglets voilà, jusqu'au JSON, d'ailleurs, qu'on va voir ensuite, plutôt avec l'API. Et donc là, l'intéressant, voilà, c'est les filtres. Donc là, c'est l'étape d'en dessous, où en fait, plutôt que d'explorer la totalité des 41 Tera en permanence dans tous les studios, en fait, c'est pas très intéressant parce que à chaque étape de production, par exemple, bon, les références, une fois que l'on les a envoyées, si elles n'ont pas bougé, c'est pas la peine de parcourir ça tout le temps. Donc on va peut-être pouvoir le désactiver. Donc en fait, on va séparer tous les besoins en lien avec un petit bouton à droite pour désactiver ou activer. On a un rappel ici des options, l'option très importante qui est delete, qu'on va voir ensuite, et le sens du lien aussi, qui est important forcément. Voilà. Et on peut en ajouter avec le petit bouton ajouter. Voilà. Donc là, je vais passer à l'étape suivante, qui est en fait un zoom. Alors là, c'est en fait un panel des filtres et avec les règles AirSync de filtrage. Donc on voit, pour faire un peu des exemples concrets, donc c'était vraiment ce qui a tourné sur la production. Donc là, on a Gaoshan qui en fait étaient les premiers à partager leur pipeline. Hein. Beaucoup a été fait là-bas, donc c'est du Python qui va avoir tendance à évoluer en fonction des versions. Donc c'est un peu de l'intégration continue. Et donc là, simplement avec ces deux lignes, on inclut le /tools et tout ce qu'il y a dedans. C'est très simple, ça tourne en permanence. Et on sait que Gaoshan, par ce lien-là, il va uploader les tools en permanence sur le hub central. Et ensuite, on va voir comment on le propage avec la même chose, mais de l'autre côté. Et donc là, on voit la petite icône de la gomme pour dire, attention, il y a un effacement, c'est-à-dire on a plutôt tendance à vouloir que les PYC ou les fichiers disparaissent quand on n'en veut plus. Donc on va indiquer à AirSync que quand à la base, à la source, on a effacé le fichier, on a envie qu'aussi à la destination, il soit effacé. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, on a Rémi, il va falloir qu'on... Oui, ah ouais, pardon, il va falloir qu'on conclue. Ouais, j'ai 20 minutes. Voilà. Ok, donc là, du coup, on a l'autre sens, donc Zelt, donc pour les données qui sont publiées, et donc là, on voit l'intérêt, c'est qu'ils sont en upload et en download à la fois sur les mêmes dossiers, donc avec plusieurs studios, donc ce qui fait qu'en fait, on a une espèce de free-for-all sur une arborescence où tout le monde vient ajouter. Voilà, Amopix. Et bon, ensuite, j'ai numéré les possibilités parce qu'il y en a un paquet. En fait, des sens et ensuite des retours de data. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler le data flow. Et ensuite, l'autre manière de faire, en fait, bon, tout ça c'est documenté, et puis c'est même un logiciel libre, puisque c'est Damas, ça derrière. C'est un logiciel historique que j'ai développé depuis quelques années. Et donc, en fait, on a ici, quand vous voulez passer votre pipeline qui est un seul site, vous voulez en faire un pipeline multisite, simplement, vous avez cette ligne de Python à rajouter derrière, avec le chemin en ID du fichier, l'origine pour informer le tracker qu'il y a ce fichier-là qui est disponible. Ensuite, une priorité qui permet de gérer des files d'attente et ensuite de savoir où c'est propagé. Voilà. Donc, et ensuite, simplement, le système va venir rajouter des clés au moment où les fichiers arrivent sur chacun des sites. OK. Et donc, ça, c'est l'interface utilisateur. En gros, on a le rapport des fichiers. Chaque colonne, c'est un studio, donc on sait où ça en est. Donc c'est une interface historique. D'ailleurs, c'est un screenshot qui date de Cro-Blanc, donc 2017. Mais en fait, elle n'a pas beaucoup changé. Elle est fonctionnelle toujours. Elle tourne à l'heure actuelle. Et juste avant, voilà. Donc en fait, finalement, cette interface, vous pouvez la développer vous-même. Il y a des event listeners, des WebSockets qui ont été développés depuis pas longtemps dans Damas, qui permettent en fait d'écouter toutes les choses qui arrivent, donc les fichiers qui arrivent sur chacun des studios. Donc c'est des événements, create, update, etc. Donc il suffit simplement d'écouter pour récupérer le JSON et en faire quelque chose. Et on a aussi une interface utilisateur, une ligne de commande, donc en bash, avec tout ça pour les IT, les gens qui veulent faire du bash à la place du Python. Et voilà. Merci. Merci. Merci Rémi. Est-ce qu'il y a une question
On en prend juste une. Combien de temps il a fallu mettre ça en place, je veux dire, l'organisation avec les différents studios, pour que tout le monde se mette d'accord, pour qu'on organise les choses avec les studios et pour qu'on puisse lancer sereinement la prod? Combien de temps ça a mis de temps? Et les personnes qui opéraient l'outil, c'était quel profil? J'imagine que c'était quand même plus des admins IT sur place, dans chaque studio. Donc, très bonne question. En fait, l'installation est très dépendante des équipes en interne. Et là, on avait la chance avec Angelo de bosser avec Gao Shan, qui ont des bonnes équipes d'IT, d'ingénieurs avec qui on travaille depuis quelques temps. On avait fait Mars Express avant, le petit Nicolas. Donc ils ont Millennium, Cro-Blanc. Et donc, il y a eu quand même quelques productions. Et donc, on était un peu quand même assez calés. Et après, par rapport au profil, effectivement, donc l'intérêt d'une interface comme ça, qui est une interface web, j'ai pas mal de personnes qui se mettent à créer des règles AirSync, parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça, et qui sont des graphistes, quoi, des superviseurs. Et ça arrive de plus en plus, donc je me dis que les interfaces fonctionnent de mieux en mieux. Il y a encore toujours moyen d'améliorer, mais c'est un bon signe. Je me dis qu'à un moment, ce sera automatisé totalement et que ce sera une bonne chose de faite, parce que c'est compliqué. Voilà. Merci Rémi. De rien, merci à vous. Et en fait, d'ailleurs, merci à tous nos intervenants, donc à la CST, à Calipeg, à Chat3D, à Dynalips, à Persistent Studio et à 5 Planètes. Voilà, c'était nos 6 démos de l'année.